Bonjour, merci à celles et à ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant. On a eu un petit souci d'ordre technique à régler. On n'est pas encore prêt pour faire du direct à la volée comme ça, mais ça vient, ça vient. Alors, ce rendez-vous qu'on va faire régulièrement, c'est pour répondre aux questions que vous voulez bien nous poser. Soit avant l'émission, soit pendant, et là je verrai sur l'écran, je verrai les questions que vous posez sur Facebook. En attendant, donc, on a eu quelques questions préalables, une notamment concernant le code de déontologie des agents immobiliers, donc je vais commencer avec ça. Vous savez qu'il y a un code de déontologie qui nous régit depuis 2015, depuis septembre 2015, il est en place. Et c'est un code qui est spécifique aux professions immobilières et qui veut instaurer dans la profession des bonnes pratiques en incitant fermement, sous peine de sanctions disciplinaires bien évidemment, les professionnels de l'immobilier à avoir une certaine éthique. Alors on nous parle d'obligation de probité, de moralité et de loyauté applicable aux professionnels de l'immobilier, et on définit la déontologie comme l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent et les rapports entre ceux-ci et leurs clients. Donc on voit qu'au-delà de simples règles basiques, on va bien au-delà et on veut régir jusqu'au comportement. Bon, pourquoi pas, hein, si on peut éviter ainsi certaines dérives, c'est pas plus mal. Alors, le code de déontologie nous parle d'abord d'éthique professionnelle. Alors l'éthique professionnelle, c'est exercer sa profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité, rien que ça. Donc ça veut dire que les professionnels, par leur comportement et leurs propos, s'obligent à donner la meilleure image possible de la profession. C'est vraiment une déclaration d'intention de revalorisation de la profession. Là non plus, c'est pas plus mal. Bien sûr, bien évidemment, chacun revendique de son côté faire du bon travail et redorer l'image de la profession, mais on sait que en réalité, c'est pas forcément toujours le cas, même avec les meilleures intentions du monde. Alors, le code de déontologie commence par nous rappeler, s'il en était besoin, certaines obligations. On nous rappelle qu'on doit agir dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code. Ok, pourquoi pas, hein, on nous rappelle qu'il existe un code civil, un code de la consommation, etc. Certes. Mais on nous rappelle aussi très fermement que, par exemple, il faut que on fasse très attention à bien respecter la réglementation concernant la lutte contre la discrimination et le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels le législateur a entendu bien appuyer pour pour nous prévenir que les prochains contrôles allaient porter là-dessus. Et c'est le cas, en tout cas en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme avec Tracfin, dont on pourra parler si vous le souhaitez. Les condamnations très sévères commencent à pleuvoir pour celles et ceux qui n'ont pas mis en place de procédure Tracfin. Et on sait que, en ce qui concerne Tracfin, peu d'agents immobiliers ont vraiment mis en place toute cette procédure. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais bon, il faut le faire. Alors, ensuite, suit un paragraphe sur les compétences et la formation. Les agents immobiliers doivent bien sûr respecter leurs propres obligations de formation et de formation donc initiale et surtout continue, et veiller à les faire respecter par leurs collaborateurs. Et au-delà, ils doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques pour exercer leurs activités, se tenir informés des évolutions législatives et réglementaires, etc. Bon, on va dire, c'est quand même la moindre des choses. Ceci dit, si vous me permettez une petite remarque, avec l'inflation législative qui nous est tombée dessus en quelques années, je ne connais personne, même avec la meilleure volonté du monde, qui a intégré à 100% l'intégralité donc de Allure, Hamon, Macron, des décrets, des textes périphériques, et sans compter toutes les modifications qu'on a apportées après qu'on se soit rendu compte des difficultés sur le terrain de ce qu'on avait voulu nous faire faire.
Bon, on digérera tout ça au fil du temps, c'est en cours. En ce qui concerne l'organisation et la gestion de l'entreprise, on nous dit que l'agent immobilier doit assurer effectivement la direction de son entreprise, donc ça veut dire pas de gérant de paille. Alors le gérant de paille, normalement ça n'existe pas. Et en fait ça n'existe pas puisque de toute façon c'est le gérant qui est responsable de la gestion de l'entreprise et non pas la personne qui a eu recours à ce gérant uniquement pour éventuellement avoir la carte professionnelle. L'agent immobilier doit veiller à ce que ses collaborateurs remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements, et en particulier, quand il s'agit d'agents commerciaux, il doit vérifier qu'ils soient inscrits au RSAC et qu'ils soient bien assurés. Donc ça, c'est une obligation, une nouvelle obligation qui est claire, qui existait déjà bien évidemment, mais c'était implicite, et maintenant c'est vraiment obligatoire de vérifier que les agents commerciaux soient bien immatriculés au RSAC, registre spécial des agents commerciaux, et qu'ils aient bien souscrit une assurance RCP. Cette assurance couvre les erreurs que peut commettre l'agent commercial dans le domaine professionnel, erreurs qui porteraient préjudice à leurs clients. Donc ça peut apporter des réparations financières. Ça fait bien sûr un peu double emploi avec l'assurance du professionnel de l'immobilier qui couvre aussi ses préposés. Mais bon, c'est pas plus mal et ça valorise aussi la profession d'agent commercial, en tout cas le statut d'agent commercial et la profession de négociateur. Bon, là, il y a une question qui se pose quand même, c'est si l'agent commercial ne s'assure pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut dénoncer le contrat? Est-ce qu'il faut prendre l'assurance à sa place? Dénoncer le contrat, ça veut dire qu'il faut réclamer le retour de l'attestation article 9, que si on ne l'a pas dans les 24 heures, on est tenu par la loi Auguet de prévenir le procureur de la République et le préfet. Donc c'est un peu lourd. Prendre l'assurance au nom de son collaborateur, pourquoi pas. Ceci dit, avec peu d'espoir d'être remboursé un jour si l'agent commercial quitte l'entreprise. Alors, il y a aussi une obligation de transparence concernant l'information des clients sur les honoraires, bien évidemment, la qualification professionnelle et l'identité des intervenants, c'est-à-dire de nous et des commerciaux. Il y a une mention intéressante concernant les avis de valeur. Il faut bien préciser, si on fait un simple avis de valeur, qu'il ne s'agit pas d'une expertise. Alors ça, c'est fort sympathique. C'est la première fois que, à ma connaissance, dans les textes, il y a une distinction entre avis de valeur et expertise. Ça hiérarchise un peu ces deux façons de faire. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de hiérarchie. C'était au juge, en cas de litige, d'apprécier quelle était l'importance à accorder à un bout de papier sur lequel on avait marqué qu'on estimait le prix, en gros, à ça, à tel montant. Ou alors un rapport de plusieurs pages. En réalité, le juge était simplement, par la jurisprudence, on s'aperçoit qu'il était simplement plus clément lorsque l'estimation n'était pas rémunérée, mais ça n'exclut pas la responsabilité quand même. Alors, on a aussi une obligation de confidentialité. On doit faire preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données et informations à caractère personnel, bien évidemment. Et on arrive bien évidemment à la défense des intérêts en présence et au respect de notre devoir de conseil qui n'est pas dû qu'au seul mandant, mais également aux acquéreurs et aux locataires. Alors, il y a une précision intéressante là-dedans, c'est que le professionnel doit transmettre à son mandant toute proposition répondant au mandat confié. Alors ça, ça va à l'encontre de certaines règles internes à certaines agences.
où on dit que quand il y a plusieurs négociateurs, quand on a déjà transmis une offre à un propriétaire, on attend qu'il l'accepte ou non pour lui transmettre la suivante s'il y en a une. Dans certains groupements d'agences, notamment les partages de mandats, il y a aussi une réglementation, des fois présente dans les statuts, interdisant de transmettre une offre quand on en a déjà transmis une au prix. Le prix n'a rien à voir en l'espèce. Tant qu'une offre n'a pas été acceptée, le mandat continue à courir. Donc on est toujours sous l'empire de la loi Hoguet et donc de ce code de déontologie qui nous dit qu'il faut transmettre sans délai à notre mandant toute proposition répondant au mandat confié. Donc on peut très bien transmettre une offre au prix, suivie d'une offre à un prix inférieur, suivie d'une autre à un prix supérieur, peu importe. De toute façon, nous, on est des intermédiaires, on n'a pas à juger de la qualité de l'offre, on doit la transmettre avec nos appréciations, bien évidemment. Ensuite, on peut parler de la confidentialité. Il y a un paragraphe conflit d'intérêt, pardon. Confidentialité, on vient d'en parler. Paragraphe conflit d'intérêt. L'agent immobilier et ses représentants n'ont pas le droit d'acheter un bien pour lequel il y a un mandat. L'agent immobilier ne peut pas acquérir ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel il détiendrait une participation un bien immobilier pour lequel il a été mandaté, pour être précis, sauf à informer son mandant de son projet. Donc ce texte semble permettre, parce que c'est une loi spéciale concernant les professionnels de l'immobilier, elle va donc à l'encontre de l'article 1596 du Code civil qui dit que ne peuvent se rendre adjudicataires sous peine de nullité ni par eux-mêmes ni par personne interposée les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. Cette interdiction était générale. Maintenant, il semble qu'elle soit levée pour les professionnels de l'immobilier, sous condition d'en informer leur mandant. Alors, l'information, elle doit être bien sûr la plus large possible. J'ai un mandat. Je vous précise que l'article 1596 du Code civil, que le Code de déontologie, etc. etc. Mais ça va aussi dans le sens du nouvel article 1161 du Code civil qui autorise, qui interdit, c'est la même chose, qui interdit d'acheter, un représentant n'a pas le droit d'acheter un bien pour lequel il représente un vendeur, sauf si le représenté l'a autorisé ou ratifié. Donc ça va dans le même sens. Donc a priori, sous réserve de bien informer et faire ratifier par le vendeur, il devient possible d'acheter directement par personne interposée, éventuellement, un bien pour lequel un agent immobilier est mandaté. Ensuite, il y a tout un article sur la confraternité. Alors là, c'est intéressant parce que on doit entretenir entre nous, professionnels, des rapports de confraternité dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale. On doit s'abstenir d'actions blessantes, malveillantes, de dire du mal, etc. etc. Et surtout, il y a une petite phrase comme quoi les professionnels s'interdisent d'inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leur relation commerciale avec ce dernier. Donc ça, c'est intéressant. On sait que le mandat exclusif, la pratique du mandat exclusif se développe de plus en plus. On a un certain nombre de cas où, pour rentrer un mandat exclusif, on va quand même, alors je ne vais pas dire inciter, mais on va proposer donc aux propriétaires de dénoncer les mandats des professionnels qui sont passés avant et qui ont pris des mandats, donc par définition des mandats simples. Là, il va falloir se méfier de ne pas l'inciter trop fortement, de façon à ne pas être répréhensible. Ensuite, il y a un paragraphe concernant le règlement des litiges. Donc, les litiges doivent être traités rapidement et préférentiellement à l'amiable. Je rappelle qu'en ce qui concerne les litiges avec un consommateur, il y a maintenant obligation de permettre au consommateur de recourir gratuitement à un médiateur. Donc chacun doit nommer un médiateur et le mentionner sur tous ses documents. Voilà.
Alors, autre question qu'on me fait passer, la carte professionnelle d'agent immobilier. Comment est-ce qu'on obtient la carte professionnelle d'agent immobilier? Eh ben, il faut déposer un dossier. Avant, c'était aux préfectures, maintenant, c'est à la chambre de commerce, avec un certain nombre d'éléments. D'abord, la qualification du gérant ou des gérants, c'est-à-dire un diplôme ou une expérience. Je vais y revenir tout de suite. Je reviens simplement sur les gérants. On est dans une profession où les 2 gérants ou les 3, s'il y en a plusieurs, doivent avoir la qualification. Donc, dans certaines professions, il suffit qu'un des gérants ait la qualification. Dans l'immobilier, tous les gérants, s'il y en a plusieurs, doivent avoir la qualification. Donc, cette qualification, c'est un diplôme délivré par l'État de niveau Bac plus 3, c'est-à-dire de niveau licence, comportant dans le domaine commercial, juridique ou économique. C'est ou économique, ou juridique, ou commercial. Alors, j'insiste aussi sur délivré par l'État. C'est une licence délivrée par l'État et non pas, par exemple, un diplôme d'école de commerce qui peut être d'un niveau très élevé, mais bon, ça ne colle pas pour obtenir la carte professionnelle d'agent immobilier. Ensuite, pour obtenir ce diplôme, bon, soit vous l'avez passé par la voie classique, soit vous pouvez l'obtenir par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Les rectorats ont mis en place maintenant depuis, pas autant que je me souvienne, ça doit être 2004, une possibilité d'obtenir énormément de diplômes par cette voie. Donc il s'agit de valoriser une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Et cette expérience professionnelle n'est pas forcément dans l'immobilier. Si vous voulez, il y a 2 sortes de VAE que vous pouvez faire. Il y a la VAE avec votre expérience dans l'immobilier et la VAE avec une expérience dans d'autres domaines qui vont être un domaine commercial, de management, etc. Pour obtenir ce diplôme. Il faut avoir au moins donc 3 ans d'expérience et ça consiste à monter un dossier et aller le défendre devant un jury. C'est pas un examen, mais il faut monter un dossier, traduire dans le langage de l'éducation nationale votre parcours professionnel. Alors c'est sûr que 3 ans d'expérience c'est un petit peu juste, que en général avec 7 ou 8 ça passe mieux. Il y a beaucoup de réussite quand on a choisi le bon diplôme qui correspond bien à son parcours. Et qu'on a bien travaillé. Et il y a beaucoup moins de réussite si on n'est pas coaché. Parce que ce qui est important, c'est de bien traduire dans le langage de l'administration et notamment donc de l'éducation nationale son expérience professionnelle. Et en ce qui concerne l'expérience professionnelle dans l'immobilier, elle peut permettre aussi de valoriser les acquis de son expérience. À ce moment-là, on peut passer par l'un ou l'autre, ou le troisième des syndicats professionnels qui ont tous mis en place des sections pour coacher les candidats. Sachant qu'il y a aussi un diplôme pour lequel il n'y a pas besoin de Bac plus 3, c'est uniquement Bac plus 2, c'est le BTS Profession Immobilière, c'est l'exception. Voilà, mais celui-ci n'est pas le plus facile à passer par le VAE. Autre possibilité pour obtenir la carte professionnelle, la durée d'expérience dans la profession. Donc en tant que négociateur, ça ne marche que pour les négociateurs salariés, et c'est 10 ans. 10 ans d'expérience à temps plein, 3 ans si on est titulaire du baccalauréat et 4 ans si on est salarié avec le statut cadre. Voilà, donc ça pour les diplômes. Après, pour avoir la carte professionnelle, il vous faut une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est pas très compliqué. C'est pour couvrir donc les conséquences pécuniaires les dommages que vous causeriez à vos clients par des erreurs professionnelles.
Il vous faut une domiciliation professionnelle, c'est-à-dire une localisation pour pouvoir vous immatriculer au registre spécial, non, ça c'est pour les agents commerciaux, au registre du commerce. Il vous faut un casier B2 ou plutôt pas de l'absence de certaines condamnations au casier judiciaire B2, sachant que ce casier, le procureur peut vous le montrer, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Enfin, en principe, on sait si on a été condamné ou pas, quoique j'ai rencontré des personnes qui ne le savaient pas, parce que ils avaient monté une société dans le temps, cette société a été mise en faillite, ils avaient eu une dépression, ils ont été condamnés en leur absence avec inscription au casier judiciaire. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, si vous avez tout ça, j'en oublie probablement. Oui, bien sûr. Alors après, vous pouvez avoir une garantie financière qui n'est pas obligatoire pour la transaction. Un compte article 55 qui va avec cette garantie financière qui vous permet donc de percevoir les fonds des clients. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé parce qu'on va jusqu'au bout de notre métier. Et puis, je crois que je suis au bout. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose pour la transaction et la gestion. Là, j'ai parlé spécifiquement de la transaction. Eh bien, je vous remercie pour vos questions. S'il y en a d'autres qui arrivent après, on les traitera la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et il faut que je trouve le bon bouton pour appuyer. Pof. Et pour terminer, au revoir, merci.